Je termine sur quelques pistes, puisque la Sorbonne est un endroit où, il paraît-il, il faut faire des recommandations. Donc, je vais me permettre de faire des recommandations. Je me sens investi par les lieux. Ça va aller vite. La première, c'est qu'il importe partout de discuter les effets d'évidence. C'est le terme qu'emploie mon collègue Gilles Forlot, angliciste. Les effets d'évidence, on apprend l'anglais parce que, évidemment, qu'est-ce qui pourrait contrebalancer, contredire? Donc, faire expliciter, expliquer, rassurer, demander des raisons, faire expliquer à qui prend des décisions de cette nature, pourquoi, comment, parce qu'on ne voit que les bénéfices, mais il y a des coûts. Ce serait quand même assez paradoxal qu'il y ait des actions qui ne soient que bénéfiques, contraire, me semble-t-il, aux lois économiques les plus élémentaires. Donc, il y a des coûts, on ne voit que les bénéfices et on sous-estime les coûts. Alors, les coûts, on ne sait pas les mesurer, ou on ne souhaite pas le faire, et les bénéfices, ils sont donnés pour étant comme allant de soi. Et donc, ces effets d'évidence demandent à être combattus. Ils peuvent l'être dans un cadre universitaire si, autour du président, on désigne quelqu'un pour s'occuper spécifiquement des questions de langue, qui soit là non seulement pour coordonner, mais aussi pour expliquer à toute la communauté universitaire les enjeux des choix. Parce que nos collègues des sciences dures, malgré leur hyper-critique épistémologique, sont devant les questions de langue comme n'importe quel citoyen ordinaire, c'est-à-dire pas terriblement brillants, parce qu'ils reproduisent des stéréotypes les plus lamentables. On s'étonne de ce genre d'attitude de la part d'universitaires qui, par ailleurs, construisent des dispositifs épistémologiques extrêmement affinés. Moi, je ne leur en veux pas, hein, mais bon. C'est comme ça. L'autre hypothèse, c'est comme les collègues l'ont souligné, de se servir des nouvelles, qui sont plus très nouvelles, technologies de l'information et de la communication, dans la mesure où elles permettent l'autonomie, elles permettent d'accéder à des ressources en ligne, elles permettent du tutorat à distance, elles ont une grande souplesse, elles ont l'attrait des nouveautés, et je pense que c'est à travers, et on en a eu beaucoup d'exemples, à travers cette alliance entre des projets plurilingues et des nouvelles technologies, qu'on pourra faire accepter l'idée que tous les étudiants d'enseignement supérieur devraient apprendre au moins une langue nouvelle pendant les 5 ans que constitue leur séjour, 3 ou 5 ans que constitue leur séjour universitaire. Il m'arrive de dire assez souvent qu'il y a une vie linguistique après le bac. Je voudrais en témoigner une nouvelle fois. On peut apprendre des langues à l'université. C'est même un bon espace pour le faire, dans la mesure où les ressources linguistiques y sont très très nombreuses. Voici. Et alors un autre élément aussi, c'est qu'il faut probablement donner à nos étudiants d'autres compétences que celles qu'on donne d'habitude, et en particulier de tenir compte de la traduction automatique. La traduction automatique est, à mon avis, l'ennemi mortel de l'anglais. Parce que la traduction automatique fonctionne bien quand on a des grands corpus. Or, les corpus les plus grands sont en anglais. La traduction automatique du français et de l'anglais fonctionne. Je veux dire, un chercheur n'a plus besoin de se fatiguer à traduire. Il va sur Google Traduction et il traduit son article. Donc ce qu'il faut savoir, ça n'est pas traduire, c'est réviser les traductions, c'est relire les traductions, c'est vérifier que les traductions sont bien conformes à ce qu'on veut dire. Et je pense que ça, pour tous les chercheurs et les enseignants-chercheurs, c'est une compétence qu'il faut prendre en considération, en considérant par ailleurs que l'intelligence artificielle et le traitement automatique du langage permet aujourd'hui de traduire mon discours, même si je pense qu'il n'y arriverait pas, de traduire mon discours en anglais avec 4 secondes de différence. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs de traduction automatique qui permettent de passer
d'une langue à l'autre en un discours suivi en 4 secondes. Donc, où est la nécessité, à ce compte, d'une langue internationale? Dernier élément, et je m'arrêterai là pour ne pas retarder les festivités. Je pense qu'il faut un autre classement de Shanghai, tout simplement. C'est très simple. Tout le monde le sait. Je pense qu'il faut mettre sur le coup l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Je pense que c'est à eux qu'il faut s'adresser. Je pense qu'ils sont disponibles. Je pense que ce qu'il faut inventer, c'est autre chose qu'un classement. C'est une caractérisation européenne, parce que les universités en Europe ont des caractéristiques que, me semble-t-il, n'ont pas les autres, même si beaucoup des autres sont d'origine européenne, de savoir ce qu'est une université en termes de développement équitable de la personne et de répertoire, de création d'un répertoire linguistique adapté pour la cohésion sociale et le vivre ensemble démocratique. Il me semble que ce sont là des éléments d'appréciation qui sont extrêmement importants. Je pense qu'il est fondamental de ne pas laisser au nationalisme et au populisme ambiant la question des langues. Et je pense que la seule réponse qu'on puisse y apporter, c'est bien celle de considérer que la langue de l'Europe, c'est le plurilinguisme. Merci.